Commencer. Good morning, everyone. Welcome to Bonjour tout le monde, bienvenue à notre émission. Je suis Paula Doucette, la présidente du syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick, et je suis là aujourd'hui avec Kathy Rogers, l'agent de formation et de recherche du SINB. Ensemble, nous sommes ravis de vous présenter le rapport sur les infirmières où ça ne va pas bien. Je vais remettre la parole à Kathy et lui demander de passer directement aux données, l'information dont on a fait la collecte de la part de nos membres l'an dernier, la mi-été. Kathy, la parole est à toi. Je n'entends pas, Madame Cathy. Bonjour tout le monde. C'est mon plaisir de partager avec vous aujourd'hui les résultats d'une étude que j'ai été honoré d'entreprendre pour le SINB l'été dernier. Dans le cadre de cette étude, nous avons demandé aux infirmières, infirmiers immatriculés et praticiens du Nouveau-Brunswick pour nous dire comment ils se portent après des années de manque de personnel, alors qu'ils doivent supporter des conséquences d'exigences professionnelles irréalistes et insoutenables, qu'ils travaillent de plus longues heures sans disposer de suffisamment de temps pour récupérer et qu'ils entrent chez eux inquiets de leurs patients, résidents et clients. Pour tout dire, le titre de ce rapport résume la réponse à la question qui leur a été posée. Nous n'allons pas bien. Cependant, les infirmières immatriculées et praticiennes ont beaucoup plus à dire, très souvent en larmes et par un taux de réponse inhabituel élevé. Les infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick ont témoigné de leurs sentiments de défaite, de désespoir, d'épuisement, d'avoir été pendant trop longtemps ignorés, méprisés, tenus pour acquis et considérés comme peu de valeur ou sans valeur. Cette situation les a laissés frustrés, fatigués, découragés, inquiets, stressés et désespérés, à tel point que beaucoup d'entre eux et elles ont dit être prêts à abandonner, à quitter complètement la profession qu'ils aiment toujours autant, incapables de continuer dans de telles conditions. Nombre d'entre eux ont également déclaré que simplement de parler de ces sentiments leur procurait de la culpabilité et du chagrin, mais elles en sont au point où elles doivent prendre soin d'elles-mêmes et des autres. Par leurs propos honnêtes et sincères, les infirmières et infirmiers lancent un appel pour être entendus, pour que les mesures soient prises afin de renverser la situation avant qu'il ne soit trop tard. Ce qui ressort clairement des propos des infirmières, infirmiers, des immatriculés et praticiens du Nouveau-Brunswick, c'est qu'ils se soucient profondément de leurs patients, de leurs résidents, de leurs clients, ainsi que de l'intégrité du système de soins de santé qui est censé fonctionner mieux qu'il ne le fait actuellement. Malheureusement, 91,73% des répondants au sondage, de leur point de vue de travailleurs de première ligne et expérimentés, déclarent qu'au cours des 3 dernières années, la qualité des soins de santé dans l'ensemble s'est détériorée et que l'absence de mesures pour remédier à la pénurie de personnel et à la charge de travail ingérable qui en résulte en est à la principale cause. Le ratio infirmière-patient désormais dangereux rend les conditions de travail insupportables et la détresse morale à laquelle ils sont quotidiennement soumises est angoissante. Outre leurs patients, résidents et clients, les infirmières et infirmiers subissent eux-mêmes les poids de la détérioration de ces conditions de travail. Plus de 83% des infirmières immatriculées et praticiennes, par exemple, affirment que leur santé mentale s'est détériorée en raison des conditions de soins de santé. Presque le même pourcentage d'infirmières et infirmiers avouent vivre actuellement un degré de stress ou d'épuisement élevé ou très élevé, principalement en raison des exigences professionnelles irréalistes et de la pression qui pèse sur leurs épaules. La persistance de ces facteurs de stress conjugués à peu ou à l'absence
d'initiatives de maintien en poste, de recrutement pour améliorer la situation, faire perdre l'espoir aux infirmières immatriculées praticiennes et de faire déplorer l'écart croissant entre ce à quoi leur formation et leur profession les ont préparés en réalité laquelle se sont confrontés. Bref, la situation est désespérante. Les infirmières et infirmières essaient de prendre soin d'eux et d'elles-mêmes pour pouvoir être là et pour les autres durant la pénurie, et non seulement des congés annuels dont ils ont tant besoin sont presque impossibles à obtenir. Près de 85,33 d'entre elles disent qu'ils ont du mal à prendre des congés de maladie auxquels ils ont droit. Travailler en sous-effectif fait que le personnel infirmier ne se sent pas en sécurité au travail. Il craint pour les personnes et pour leur fournir des soins de santé, pour eux-mêmes et pour leurs collègues de travail. Dans une situation chronique de sous-effectif, les infirmières et infirmiers sont dans le besoin de repos. Ils ont besoin de repos, mais trop souvent, ils sont rappelés ou travaillés tard parce qu'il n'y a personne pour les remplacer. Les heures supplémentaires ont augmenté. En fait, les données extraites des seules régies de santé, Horizon et Vitalité, sans compter les infirmières et des foyers de soins, les infirmières communautaires extramurales dans la province, et rien qu'en 6 mois, les infirmières ont travaillé 292 000 heures de supplémentaires. C'est équivalent à 97 et demi. Et la situation s'est empirée depuis le départ d'un plus grand nombre d'infirmières, l'augmentation d'hospitalisation liée à la COVID et des protocoles plus rigoureux. Ce rapport prend nombre des mots exacts prononcés par les infirmières et infirmiers praticiennes et immatriculés, des mots exprimés du cœur de manière vulnérable, anonyme et confidentielle. La plupart d'entre eux n'ont pas besoin d'explications, mais appellent à l'empathie et à l'action. En voici que quelques exemples. Et je les cite. L'angoisse d'aller travailler en sachant que nous n'aurons pas de personnel adéquat pour prendre soin des patients. C'est avoir constamment l'impression de manquer des choses parce que vous êtes trop occupé pour faire le travail correctement. Je m'inquiète toujours du bien-être des clients et de leur sécurité. Nous manquons chroniquement et gravement de personnel. Une infirmière immatriculée ne suffit pas pour 60 résidents. Ressentir une douleur dans la poitrine alors que je cours dans les couloirs et avec l'urine qui découline sur ma jambe. Ce n'est pas un travail humain. Nous sommes obligés de travailler à cause de manquons toujours de personnel. Mon esprit et mon corps ne peuvent pas s'occuper d'eux-mêmes, sans parler de malades et de personnes âgées. Je ne peux pas plus suivre le rythme. Trop peu de temps pour faire un bon travail. La direction nous appelle pendant nos jours de libre, parfois 20 fois. Nous sommes épuisés, personne n'a plus rien à donner. Je n'ai jamais l'impression d'être en congé, je pense toujours au travail et à la médiocrité des conditions de travail. Nous ressentons tout le poids écrasant de l'effondrement du système et nous ressentons toujours l'effondrement du système de santé. Nous n'allons pas bien. Ces expériences sont tirées des témoignages des infirmières immatriculées et praticiennes du Nouveau-Brunswick et contribueraient à l'augmentation de leur insomnie, de la dépression et anxiété, ainsi qu'à l'aggravation de leurs maladies physiques et de leur difficulté à maintenir des relations familiales saines à la maison. Un pourcentage impressionnant de 64% des 4187 infirmières et infirmiers qui ont répondu ne se reposent pas en fin de la semaine de travail. Pire encore, 99,91% d'entre eux disent ne pas pouvoir répondre au début d'un quart de travail. Les infirmières et infirmiers sont des professionnels, sont bien éduqués, bien formés. Ils sacrifient déjà au-delà du devoir et travaillent en première ligne dans un système qui voit souvent plus qu'elles ne le souhaitent, mais elles sont exténuées, complètement fatiguées et épuisées.
Lorsqu'on leur demande s'ils recommanderaient la profession d'infirmière-infirmier à leurs membres de famille ou les amis, presque 87 ont répondu par la négative et près de 50 ont déclaré qu'ils quitteraient la profession aujourd'hui, en quelque sorte, s'ils le pouvaient. Ce constat est alarmant. Aucune de ces constatations ne signifie que nous devons baisser les bras. Au contraire, cela signifie que nous avons besoin de redoubler d'efforts et de donner la priorité au maintien en poste, au recrutement et au soutien de notre personnel infirmier et de définir les actions comme urgentes. En résumé, s'il y a un message à retenir, celui entendu haut et fort tout au long des 1000 pages de données recueillies, c'est que si les infirmières et infirmiers sont fatigués et épuisés, et où elles pleurent aussi les sentiments qu'elles éprouvent et les mots qu'elles se sentent obligées de dire honnêtement. Pourquoi? Parce qu'elles se soucient énormément de leur profession, de leurs patients, résidents et clients, et du système de soins de santé que les Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises méritent tous. Les infirmières et infirmiers ont demandé de faire partie de la solution. Cependant, leurs tentatives de se faire entendre ont été laissées de côté pendant si longtemps que le gouffre est maintenant plus difficile à franchir. Cependant, le taux de réponse habituellement élevé dans cette recherche sociale indique à quel point les infirmières et infirmiers veulent et ont besoin d'être entendus. Et pour reprendre les mots d'une d'entre elles, représente le sentiment de beaucoup. Le public serait choqué s'il savait à quel point les choses vont mal. Les paroles sincères et profondément personnelles des infirmières et infirmiers expriment clairement dans l'état dans lequel ils se trouvent ne vont pas bien. Et ils veulent être meilleurs, ils veulent que les choses s'améliorent. Ils réclament de grands cris. Un meilleur modèle de soins. Les infirmières et infirmiers immatriculés et praticiens apportent à ce projet une solide formation, un cœur compatissant et le désir, avec le peu d'énergie qu'il leur reste, de faire partie d'un meilleur système de soins de santé que celui dont ils font partie intégrante aujourd'hui. En terminant, les infirmières et infirmiers praticiens ont été là pendant toute la pénurie, les demandes croissantes et la pandémie. Mais ils s'épuisent et ils ont besoin de soutien. Leur voix, trop souvent étouffée, s'est peut-être affaiblie, mais leurs mots sincères ont parlé haut et fort dans cette étude et ils demandent une action et un investissement fort et urgent avant qu'il ne soit trop tard. Les infirmières et infirmiers méritent mieux. Les Néo-Brunswickoises et Néo-Brunswickois méritent mieux. Je veux remettre la parole à la présidente du SINB, Paula Doucette. Merci. Merci, Cathy. En tant que présidente des infirmières, merci, Cathy. En tant que président du SINB, j'ai le plaisir d'être aux côtés de Mme Cathy aujourd'hui pour partager la voix des infirmières praticiennes et infirmières immatriculées qui ont pris part à ce sondage. Premièrement, je veux remercier les membres pour la réponse stupéfiante. Il est très clair que vous méritez le respect d'être entendu, et nous voulons profiter de cette occasion pour faire entendre votre voix et faire connaître vos expériences professionnelles en première ligne en tant qu'épine dorsale de notre système de santé. Deuxièmement, je tiens à souligner 2 points importants avant d'entrer dans le vif de mon message. Ces 2 points concernant les changements qui ont eu lieu depuis les données collectées pour cette étude. Je tiens à préciser que cette étude ne portait que sur les infirmières immatriculées et praticiennes seulement. Au moment de cette collecte de données, notre syndicat ne représentait pas les infirmières auxiliaires autorisées et seulement on l'a seulement fait depuis le 8 octobre 2021. Je ne peux que supposer qu'on l'apprendra sous peu alors qu'on fait des sondages de nos membres auxiliaires dans les mois qui suivent pour savoir comment ils s'arrangent. Également, je veux signaler que le réseau de santé Horizon et son leadership a changé depuis la collecte de ces données. Et donc, tout commentaire dans notre publication peut tenir compte du fait que le leadership a changé chez Horizon. Maintenant,
au cœur de la question. Alors, ça a l'air noir, mais c'est la réalité. Les infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick ne vont pas bien. Les infirmières sont au bout de la corde. Nos infirmiers, cependant, je dois dire que les infirmières sont passionnées, elles sont des professionnels qui tiennent à cœur les soins de santé qu'ils prodiguent à leurs patients, résidents et clients à chaque jour. Ceux qui ont choisi le nursing l'ont choisi parce qu'ils ont une passion pour aider, ils veulent faire mieux pour ceux et celles qu'ils soignent. Et ils veulent améliorer le système de soins de santé dans la province où ils vivent. Bien que cette étude cherchait en grande partie à confirmer ce que l'on savait déjà, à savoir que le sondage qui a été fait par le sondage national, les infirmières ont reconnu un déclin dans leur santé mentale et physique en face d'une pénurie croissante de main-d'œuvre et on exige aux exigences qui en découlent. Et les infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick sont stressés de façon égale avec des demandes irréalistes et insoutenables qui leur sont imposées dans des conditions de travail qui se détériorent. Que nos infirmières et infirmiers n'ont pas suffisamment de temps pour récupérer, dont ils ont de temps besoin parce qu'ils travaillent tellement sous-effectifs. Le système de soins de santé était en défi avant la COVID. Maintenant, après 2 ans dans une situation de pandémie, tout ça nous frappe encore davantage. C'est le degré auquel les infirmières ont donné leur témoignage qui miroitaient les unes les autres et qui étaient tellement frappants dans les données collectées. Nous devons faire la réalité que les infirmières ne vont pas bien et nous avons donc l'obligation éthique de donner suite à ce qu'elles nous ont dit dans ce rapport. Cela inclut notre obligation de reconnaître la crise actuelle des soins de santé que nous traversons, laquelle a un impact profond sur tout le monde, y compris sur notre personnel infirmier. Toutes les parties prenantes ont la responsabilité de rendre les conditions de travail plus soutenables et appuyantes et plus sécuritaires dans cette province. Le manque d'efforts en matière de maintien en poste et de recrutement au Nouveau-Brunswick a fait en sorte que les conditions de travail des infirmières et infirmiers sont devenues de plus en plus insupportables. La faiblesse du niveau de soins professionnels qu'ils peuvent offrir, malgré leurs meilleurs efforts et leurs sacrifices personnels, signifie qu'ils font face quotidiennement à des dilemmes moraux et la détresse causée par l'inquiétude de leurs patients, les résidents, les clients, tant au travail que lorsqu'ils rentrent chez eux et qu'ils méritent mieux. En raison de ces tensions, un plus grand nombre d'infirmières et infirmiers quittent la province, acceptent des postes d'infirmières et infirmiers itinérants ou privés. Ils vont au secteur privé. Dans plusieurs situations, ils ont quitté la profession carrément. On compte plus de 1000 postes vacants d'infirmières immatriculées dans cette province. Et si ce n'était pas suffisant, près de 50% des infirmières et infirmiers qui ont déclaré qu'ils auraient souhaité avoir choisi une autre profession pour réduire leur temps au travail de temps plein à temps partiel ou souhaitant de chercher une porte de sortie. Ça, c'est alarmant. Les infirmières, et avec leur les situations se sont aggravées. Les infirmières qui aujourd'hui sacrifient soigneusement et se rapportent au travail à toutes les journées, fatiguées et craintives, affirmant de ne pas savoir à quoi s'attendre s'ils vont se rendre à la fin de leur cadre de travail. Elles ont besoin d'aide et elles l'ont besoin maintenant. Elles sont extrêmement épuisées. Pour reprendre les mots de plusieurs d'entre eux, nos tasses sont vides. Pourtant, face à l'affluence de patients et de résidents dans les hôpitaux et les foyers de soins, face à l'inconnu que représente l'entrée au domicile des clients, face au stress lié à la protection de notre population, les infirmières et infirmiers persévèrent un quart de travail de plus, un jour de plus et une nuit de plus.
Comme on peut le constater à plusieurs reprises dans ce rapport, les infirmières et infirmiers tiennent à cœur ce qu'ils font et souvent au point de leur propre dépérissement. Ils ne peuvent plus cependant maintenir le rythme. Vu de l'extérieur, les soins de santé semblent bien organisés, mais c'est bien loin d'être le cas. Les infirmiers, nous n'allons pas bien. Nous avons tous participé à la récente journée de Belle Cause pour la cause, qui soulignait l'importance de santé mentale de chacun et d'en parler. Depuis la pandémie, cet effort est devenu encore plus important. Nous pouvons le constater par la demande croissante en soins de santé mentale autour de nous tous. Ce n'est pas différent pour les infirmières. La santé mentale et physique pour du personnel infirmier est importante. Les infirmières et infirmiers se sont sacrifiés pour maintenir le système en santé bien avant la COVID. Ils ont pris ces tâches supplémentaires et se soignent ils sont chargés de l'affluence de patients. On a besoin de prendre soin des infirmières pour qu'elles puissent nous soigner. Après tout, le système de soins de santé n'est pas une chose ou une machine. Nous oublions trop souvent que le système de soins de santé est un ensemble d'êtres humains en chair et en os qui luttent tous pour assurer la viabilité de ce bien précieux. Nos infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick ne peuvent cependant pas continuer à être sollicités au point de devoir décider quotidiennement s'ils doivent prendre soin d'eux-mêmes ou leurs résidents ou clients. Les deux sont essentiels. Comme plusieurs ont remarqué, le deuxième volet de notre campagne est lancé. La campagne est intitulée « Demander et demande qui a besoin d'une infirmière ?» La réponse est simple. Nous en avons tous besoin. On a tous besoin de s'occuper de nos infirmières. On ne veut pas les sortir des infirmières du soin de santé parce que le gouvernement ne prendra pas leur plaidoyer d'être entendu et d'être aidé sérieusement. D'améliorer la rétention et le recrutement est vital et très critique. D'investir dans les deux est absolument essentiel. Il y a beaucoup à faire pour améliorer les soins de santé dans notre province et nous devons des interventions précoces dans les déterminants sociaux de la santé qui laissent une population qui va s'aggraver et plus malade, qui laisse notre système de soins de santé dans une pénurie d'annulation, de cancellation, de retardement. Les Néo-Brunswickois méritent davantage. Et on sait que les soins qui sont manqués ne créent que des problèmes aggravés, comme la Dr. Rogers l'a remarqué dans ses remarques. Révéler les réalités très souvent change la réalité sociale. Dans l'étude de ce cas, on veut être clair sur ce qui est, on veut changer. On ne veut pas décourager qui que ce soit pour entamer la profession du nursing, pas du tout. En fait, on veut être partenaire avec d'autres pour recruter des nouvelles étudiantes et de considérer le nursing comme carrière viable. Ne laissez pas les défis d'aujourd'hui enracinés dans les pénuries de main-d'œuvre infirmière pour décourager le nursing comme choix de carrière. Plutôt, j'encourage tout le monde qui a une passion pour des soins professionnels qu'on a besoin. On vous veut dans le système. Le message principal qu'on a besoin de livrer des expériences d'infirmières aujourd'hui, c'est qu'assez, c'est assez. On a besoin d'agir là-dessus. On a besoin de faire les changements importants. Les infirmières à manque de personnel ne peuvent plus porter le fardeau des demandes des soins de santé sur nos épaules. Ils ont besoin de l'aide, ils ont besoin de l'aide maintenant de toutes les parties prenantes. Les infirmières ont parlé de elles sont des professionnels et leur expérience de première ligne dans les soins de santé. Ils ont offert à être à la table pour le besoin de réforme. Moi, j'ai été là et on a besoin de continuer d'être là. Mais d'abord et avant tout, il doit y avoir un vrai engagement d'investir dans notre système de santé publique. Il doit y avoir un vrai engagement de prioriser, d'appuyer les infirmières afin qu'elles puissent être là pour nos patients, les résidents et nos clients, pour maintenant, demain et dans l'avenir. On a besoin de nos infirmières et on a besoin qu'elles soient
en bonnes conditions. Merci et je vais ouvrir le parquet pour les questions de la part des médias. Et je pense qu'ils peuvent lever leurs mains et on leur demande d'allumer leur micro pour poser leur question. Tim Heard, est-ce que tu peux allumer ton micro et poser ta question? Oui. Tim Heard, Acadia Broadcasting de Saint-Jean. Vous avez mentionné le recrutement et la rétention. Avec tout ce qui se passe présentement, comment est-ce qu'on peut avoir plus de gens d'intéressés dans une carrière de nursing? Très bonne question, Tim. J'aimerais avoir la solution magique à cela, mais c'est une question d'avoir un engagement pour investir dans les soins de santé, dans les soins infirmiers, afin de s'assurer qu'on puisse continuer à maintenir un niveau d'expérience et d'expertise dans notre système de soins de santé, afin qu'on puisse être des mentors et des guides pour ceux qui entrent dans le système de santé comme infirmières. On a besoin d'être compétitif avec d'autres juridictions. Comme plusieurs d'entre vous le savez, on vient de régler 3 conventions collectives qui traînaient depuis 3 ans, même si ce n'est pas parfait. Et il y a eu un allègement de la main-d'œuvre et on a des conventions collectives en place et on travaille avec l'employeur pour s'assurer que tous les articles sont respectés. Et c'est une question d'aller recruter et aller dans les premiers stages, pas seulement dans les programmes universitaires, mais on a besoin de rejoindre également au secondaire. Et les foires d'emploi ont vraiment montré qu'est-ce qu'une carrière en soins infirmiers peut offrir à n'importe qui. Et je pense que l'autre avenue, c'est qu'on regarde au recrutement des infirmières formées à l'international avec l'enseignement supérieur, formation et travail. C'est une initiative qu'on a besoin d'investir et de continuer à assurer qu'on puisse joindre toutes les sources possibles de jeunes personnes et d'infirmières, infirmiers pour penser potentiellement à venir travailler ici au Nouveau-Brunswick. Je puis poser une autre question? Oui, certainement. Avec plusieurs infirmières qui quittent l'industrie tout à fait, est-ce qu'il y a une inquiétude que ceci pourrait aggraver encore, que les patients ne trouvent pas l'aide dont ils ont besoin? Oui, je m'inquiète maintenant. Comme je l'ai mentionné, on est à court de 1000 postes d'infirmières immatriculées, tant dans les soins à longue durée et aigus. Et les infirmières travaillent ces quarts de travail de 16 heures et 24 heures. Et c'est une chose au sujet des infirmières, on a beaucoup de compassion, d'empathie, et on n'aime pas voir nos patients ou nos résidents qui vont sans soins de santé, et on n'aime pas laisser nos collègues de travail abandonnés et travailler à court. Et c'est un système qui est à court chroniquement de personnel. C'est ce cercle où ça commence et où ça finit. Et jusqu'à ce qu'on mette notre pied dans la porte pour arrêter tout cela, on a besoin de continuellement recruter afin d'avoir plus de gens dans le système pour le rendre meilleur. Ça fait partie de la clé du succès. Et l'autre volet, c'est de garder autant d'infirmières d'expérience dans le système pour appuyer les nouvelles qui nous arrivent. Également. Merci beaucoup. Merci, Tim. Prochaine question. Ça, c'est Minale, CBC. Et bonjour. Le rapport fait référence à une culture d'acceptation. Je me demande si vous pourriez élaborer sur ce qu'est cette culture d'acceptation ou les institutions qui soutiennent cela. En tant qu'une profession à prédominance par les femmes, le nursing, au cours des années, a suivi les règles simplement et n'ont jamais repoussé, ne sont jamais défendues elles-mêmes. Et je pense que ça fait partie du problème que nous voyons aujourd'hui. Cependant, les infirmières et infirmiers trouvent leur voie pour dire qu'assez, c'est assez. Et je pense que ça fait partie du problème et je ne sais pas si Cathy a quelque chose dans le rapport que vous pourriez signaler pour ajouter à cela. Par là, je pense que vous avez frappé
Justement, on a entendu plusieurs voix dire que c'est pas une occupation si ça n'était pas une occupation à prédominance des femmes, ça n'aurait pas pris autant de temps que ça a pris pour arriver ou aboutir à quelque chose. Ça a pris les infirmières qu'on a, c'est dans leur esprit également, et elles l'ont exprimé. Mais par là aussi, juste le fait qu'elles ont exprimé qu'elles ressentent qu'ils travaillent dans des conditions insécuritaires et que les choses ne changent pas. Et lorsqu'ils disent insécuritaire, ils parlent non seulement pour elles-mêmes, mais pour les résidents ou les patients. Et donc, elles veulent également voir des changements parce qu'elles tiennent à cœur le travail qu'elles font. Merci. Et pourriez-vous élaborer davantage sur les aspects de soins aux patients et qui vont souffrir davantage parce que les infirmières ne peuvent pas faire leur travail en sécurité? Tout de suite, les infirmières font tout en leur pouvoir pour maintenir un niveau de soins à leurs patients et clients et résidents. Il va sans dire. J'ai mentionné cela et c'est à leur détriment très souvent. Ils vont sans pause, sans leur lunch. Ils vont travailler des heures excédentaires pour s'assurer qu'il y a des soins de santé de haute qualité qui sont prodigués. La question, et ce qui joue sur l'esprit des infirmières, c'est qu'elles savent qu'elles pourraient faire davantage. Elles pourraient faire plus d'enseignement, faire plus d'explications aux patients. Je vais utiliser l'exemple d'un diabétique nouvellement diagnostiqué qui est de s'asseoir, de leur enseigner, de comprendre leur maladie, qu'est-ce qui affecte les choix, que les choix alimentaires ou les vies sédentaires pourraient avoir comme influence et de pratiquer des bons choix et n'ont pas le temps de faire ça. Alors, qu'est-ce qui arrive à ce diabétique nouvellement diagnostiqué? C'est qu'ils sont congés de l'hôpital et au lieu de recevoir l'éducation qu'ils devraient avoir, et quelques semaines plus tard, ils se montrent au bureau du médecin ou à l'urgence dans une crise diabétique. Les infirmières voient cela tous les jours. C'est le genre de soins qui est compromis. Les soins de jour en jour, oui, ils ont à lutter, mais on doit prioriser qui a besoin des soins immédiatement et on s'esquive avec une promesse dans plusieurs cas quant aux autres avenues de soins de santé possibles. C'est pourquoi la réforme est importante. C'est pourquoi d'élever la voix des infirmières-infirmiers aujourd'hui dans ce rapport et ces données qu'on a collectées sera très important dans tout changement pour l'avenir, à savoir comment on va assurer la prestation des soins de santé dans cette province. Puis-je poser une autre question et ce sera la dernière? Oui, allez-y. C'est un bon pourcentage des infirmières n'ont pas accès à la formation et l'éducation qui est décourageant. Est-ce qu'on pourra entendre parler des carences auxquelles on réfère ici? Très souvent, il y a des formations obligatoires et de l'éducation, et il y a d'autres formations et éducation que les infirmières aimeraient suivre pour appuyer le rôle qu'elles jouent au sein du soin de santé, que ce soit chirurgique, médical ou des soins d'urgence ou intensifs. Et il n'y a pas de temps de prendre ces cours de formation. Il n'y a pas de remplacement pour qu'ils puissent y aller. C'est une de ces professions qui continue à évoluer avec les données, la recherche et les nouvelles procédures, les techniques, les traitements. Il y a toutes sortes de lectures et de nouvelles choses auxquelles on doit s'assurer d'être au courant et parce qu'ils ne peuvent pas le faire, parce qu'ils n'ont pas le temps de se tenir au pas avec la recherche et les nouveautés. Très bien, merci beaucoup. Merci pour vos questions. Nathalie Sturgeon. Merci, Paula. Lorsqu'on a entendu parler de soins de santé et le recrutement, la rétention, et je vois qu'on a des luttes avec la pénurie et c'est composé par d'autres problèmes. Alors, de façon réaliste, qu'est-ce que le gouvernement devrait reconnaître pour aider à atteindre ce recrutement et rétention pour aider avec ces autres enjeux? Merci, Nathalie. C'est une bonne question. J'aimerais bien
Nous avons un engagement solide sur l'investissement, recrutement et rétention. C'est là où on a besoin de concentrer. Je vais retourner à 20 ans maintenant passés, 22 ans cette année qu'on n'avait plus les écoles de nursing dans la province du Nouveau-Brunswick et c'était l'entrée du baccalauréat dans la profession. On a perdu plusieurs sièges de formation dans la province qui n'ont jamais été comblés. La capacité n'était pas là. Donc, afin d'être efficace dans le maintien du niveau de diplômés, on a besoin d'investir et s'assurer qu'on a suffisamment de sièges universitaires disponibles et l'habileté pour ceux et celles qui veulent prendre le nursing comme carrière, que ce soit là. C'est ça le volet recrutement dans cet aspect de l'éducation. On a besoin d'être compétitif avec d'autres juridictions. Comme j'ai mentionné, on vient récemment de conclure 3 ententes collectives avec le soin de longue durée, les infirmières des hôpitaux et les infirmières gestionnaires, et ça n'a pas été accepté tout de suite parce qu'elles sont fatiguées. On a besoin d'être compétitif et on a besoin de se tenir au pas avec ce qui se passe autour de nous. Et encore une fois, l'autre volet, c'est la rétention, de maintenir en poste et de respecter les années de service que les infirmières ont données aux soins de santé au Nouveau-Brunswick et l'expérience sur le vif et ne donne pas sa place dans le partage de la profession avec les nouvelles qui arrivent. Et afin de pouvoir montrer à ceux qui ont resté au travail jour après jour et d'apprécier leur soutien et de partager leur expérience avec les nouvelles venues. Une autre question hier, le budget a donné un surplus important. Je me demande si vous étiez surpris par cela et même s'ils ont dit qu'ils n'allaient pas faire augmenter les dépenses. J'étais étonné par le montant qui a été montré comme surplus au Nouveau-Brunswick et j'étais surprise que bien que ça a été attribué au transfert de fonds du fédéral. Une chose que le gouvernement du Nouveau-Brunswick doit faire, c'est de participer et reconnaître le travail qu'ont fait les personnes qui œuvrent en soins de santé. Plusieurs juridictions ont reconnu les travailleurs-travailleuses de première ligne une fois ou l'autre, que ce soit des encouragements financiers ou des journées de congé, la reconnaissance pour le travail qu'ils ont fait pour apporter leur province à travers cette pandémie. Et lorsque je vois un surplus comme cela, on a besoin d'avoir un investissement sérieux pour les travailleurs-travailleuses de première ligne, non seulement dans les soins de santé, je parle seulement des soins de santé, mais on a besoin de regarder qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour investir dans notre province pour pouvoir continuer à être viable, à être une juridiction que d'autres pourront venir s'établir ici, déménager ici, travailler ici, d'investir leur argent ici. Je pense que le gouvernement a besoin de regarder un regard sérieux pour investir dans notre province et les gens qui l'ont gardé à flot pendant si longtemps. Simon? Bonjour, Paula. Pouvez-vous nous donner les points saillants de l'un des ententes collectives que vous avez signées, que les membres ont signées? Vous dites en dépit de ces nouvelles ententes et nous donner des détails où les augmentations ont eu lieu. Merci pour les questions. Je pense que alors, ça signale les points soulevés dans le rapport d'aujourd'hui. Les conventions collectives sont disponibles sur notre site Web en ligne et ça signale où on a eu des augmentations salariales afin qu'on ne soit plus les plus basses payées au Canada comme infirmières-infirmiers.
Et c'est un pas dans la bonne direction, mais il y a encore beaucoup plus de travail à faire. Je vais parler de façon positive qui n'affecterait pas la charge de travail tout de suite. Et il se peut qu'on ne voit pas les changements tout de suite, mais il y a un engagement sérieux de se pencher sur le ratio infirmière-patient dans cette province. Ça fait longtemps qu'on lutte pour cela. C'est la première province au Canada où on a du libellé important sur le ratio des infirmières-patients. Ça fonctionne dans d'autres juridictions comme New South Wales en Australie, en Californie. Ça a été essayé au Québec, mais ça n'a pas porté fruit. Mais nous sommes inquiets et on est ravis qu'il y a un engagement ici de vraiment se pencher sur la question des ratios infirmières-patients et un nouveau libellé également pour s'occuper des plans d'invalidité de longue durée pour s'assurer que notre régime sont viables pour l'avenir, qu'elles sont économiques et qu'elles sont là pour soutenir nos infirmières et infirmiers. Encore une fois, Simon, merci pour cette question autour de la convention collective. Mais je voudrais me garder sur les données que nous divulguons aujourd'hui au sujet des infirmières qui n'allont pas bien. Alors, peut-être une dernière question. Le rapport mentionne le nursing dans le secteur public. Et récemment, on a reçu plus d'infirmières et infirmières praticiennes aux organisations privées. Est-ce qu'on a des inquiétudes à ce sujet? Je pense que n'importe quoi que quelqu'un quitte le système public, que ce soit une infirmière immatriculée ou une infirmière praticienne ou infirmière auxiliaire, ça enlève du système que nous tenons en cœur tous. Alors, c'est très important. C'est un investissement sérieux qu'on a besoin dans le système public qui permettrait à ceux qui choisissent de quitter d'avoir une deuxième pensée, pour ainsi dire. À toutes les fois qu'on perd dans le secteur public, nous le ressentons tous et toutes. Et ça augmente les délais et ça crée un système à deux paliers pour ceux qui ne peuvent pas se payer et d'avoir accès à des soins plus rapidement que d'autres, que ceux et celles qui ne peuvent pas. Merci. Thank you. Andrew. Oui, bonjour. Tout premièrement, pouvez-nous me donner la méthodologie utilisée dans votre étude? Oui, merci pour la question. Le sondage fut envoyé en juin. Les données ont été collectées et analysées en juillet et août, puis ensuite le rapport a été écrit à l'automne. C'est une combinaison quantitative et qualitative de données ramassées. Les questions principales auxquelles on voulait une réponse, c'est comment vous arrangez-vous? Et on a demandé la question de plusieurs façons. On a demandé comment être votre santé mentale, santé physique, certaines questions. On demandait des cotes de 1 à 5, d'autres questions exigeaient ou demandaient cocher des boîtes. Mais presque toutes les questions, il y avait une occasion d'ajouter des commentaires. C'est pourquoi on a eu plus de 1000 pages de données parce que, premièrement, on a eu un haut taux de retour d'après les normes de l'industrie, dans la recherche sociale. Les auxiliaires n'étaient pas avec le SIINB dans le temps, donc juste les infirmières immatriculées et praticiennes ont donné plus de 4000 réponses au sondage et plusieurs d'entre elles et d'entre eux il y avait de longs commentaires pour décrire des exemples ou pour expliquer les réponses à leurs questions. Par exemple, est-ce que vous sentez que votre santé mentale s'est détériorée et de quelle façon? Dans une autre partie du sondage, on regardait où est-ce que vous trouvez la cause, qu'est-ce que vous pensez sont les causes principales et on voulait évaluer également où étaient les problèmes. Je dois dire, si on cochait les réponses, on arrive à une cause racine au ratio infirmière-patient. Alors, ce ratio les laisse avec le sentiment d'impuissance, de ne pas pouvoir en faire assez. Et les questions ont été testées dans une multitude de façons. C'est pourquoi on a une combinaison de statistiques. Et je devrais dire également,
On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais le rapport inclut également des données qui ont été collectées d'un sondage qu'on a fait par téléphone auprès des Néo-Brunswickois. 400 Néo-Brunswickois ont répondu et on voulait savoir ce que les Néo-Brunswickois s'attendaient du système de soins de santé, ce que les Néo-Brunswickois pensaient des infirmières, quel genre de travail que les infirmiers faisaient. Et ça a été combiné dans le rapport également. Très bien, merci beaucoup pour cette réponse. Paula, depuis que le rapport est sorti, le gouvernement s'est embarqué dans des réformes massives en santé. Et je voudrais avoir une idée de comment ça se déroule jusqu'à date, d'après votre opinion, comme SINB, ce que vos membres vous disent quant à l'engagement, le processus d'engagement. Merci, Andrew. Et alors, maintenant, la réforme de santé, il y a eu les engagements des parties prenantes et des communautés. Nos membres ont été encouragés à participer dans leur communauté lorsque le ministre Shepherd faisait le tour virtuellement à différentes parties de la province. La réforme des soins de santé est large et donc certains des changements que nous commençons lentement à voir n'affecte pas le travail de première ligne comme tel. En toute honnêteté, les infirmières disent, oui, il y a peut-être une réforme, un document de réforme dans la santé, il y a de grandes idées, mais ça n'affecte pas la façon que moi j'arrive au travail, que je fais mon travail quotidiennement dans les soins de santé publics. Alors, ceci me mène à croire qu'il n'y a pas eu suffisamment de pensée à savoir comment on apporte des changements à un niveau qui peut se répercuter sur la ligne première des soins de santé. Alors, c'est pourquoi qu'on fait rapport ici aujourd'hui sur ce fait. Une chose que je vais continuer à dire et faire, on va continuer à travailler pour essayer d'en arriver avec des stratégies, des idées, différentes façons de faire les choses qui peuvent mieux soutenir le personnel de première ligne, les infirmières et d'autres professionnels de la santé. Et ce sera clé pour l'avenir à partir d'aujourd'hui. Lorsque les parties prenantes et les preneurs de décision regardent à toutes les données qui s'y trouvent dans notre étude, qu'ils ne le relèguent pas aux oubliettes. Et suite à cette distribution de publications avec les parties prenantes clés, qu'on peut avoir des bonnes conversations avec eux et d'avoir une rencontre pour discuter de ce que pourraient être les sentiers à emprunter pour l'avenir pour effectuer des changements positivement pour les personnels de première ligne. Une dernière question. Il semblerait, corrigez-moi si j'ai tort, mais cette solution centrale que le SINB cherche implique le recrutement et la rétention. Maintenant, le premier ministre a précisé très clairement qu'il ne pense pas que simplement d'ajouter d'autres gens va nécessairement être la réponse et note que les pénuries, ça n'a pas de conséquences. Mais premièrement, est-ce que j'ai raison dans cette inquiétude? Et si nous parlons d'une pénurie à l'échelle mondiale et le premier ministre ne semble pas croire que c'est la solution, où est-ce qu'on va? Je continue à pousser parce qu'on n'aura jamais de sortir du fouillis dans lequel on se trouve sans le recrutement, la rétention et l'expérience, les infirmières d'expérience dans le système. C'est quelque chose sur lequel je ne reculerai pas parce que je crois fermement sur les données que nous avons et même avant ce sondage que 46 de notre force de main-d'œuvre vont se retirer dans 5 ans. La COVID a placé un éclaircissement sur notre système qu'on ne peut plus continuer à ignorer. On ne peut pas continuer à dire que c'est pareil partout. On doit penser à l'extérieur des cadres et des façons à attirer des gens pour considérer le nursing comme carrière viable. On a besoin de faire des investissements sérieux dans des espaces et des placements pour ces infirmières qui arrivent dans le système et également pour garder celles d'expérience
pour continuer à faire du mentorat, de guider ces nouvelles infirmières. Et je vais continuer à pousser pour le recrutement et les rétentions parce que c'est la seule façon qu'on peut régler le problème dans lequel on se trouve aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, Andrew. On vient de m'aviser qu'on doit s'arrêter à midi. Donc, on a 11 minutes de reste. J'ai 3 questions en ligne. Alors, si vous pouvez garder vos questions concises, je vais essayer de m'y rendre aussi rapidement que possible. Je m'excuse, on doit s'arrêter à midi. Pascal, s'il te plaît. Oui. J'aimerais avoir une réponse en français, soit de Mme Rogers ou de Mme Doucette. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous demandez comme changement concret. Donc, qu'est-ce que vous espérez que ce rapport-là à quoi ça va mener comme changement? Donc, qu'est-ce que vous demandez concrètement, là? Merci. Français, c'est pas ma première langue. C'est pas la première langue de Mme Rogers aussi. C'est pour ça qu'on a engagé avec des traductions. So I will give my answer in English and Alors donc je vais in the French television I would need a clip in French. So if Madame Rogers, if you can answer, even if it's not perfect, it's okay. I'm sorry, Pascal. Je m'excuse, Pascal, pour entrer dans les technicalités de ma réponse. Je ne serai pas en mesure de le faire en français. Je ne sais. C'est juste pour clair, je ne peux pas utiliser des clips en anglais dans la transmission sur la télévision, même si c'est une courte réponse et j'apprécierais d'avoir quelque chose. Aujourd'hui, on fait des engagements puis des réunions avec des personnes en gouvernement, employeurs, tous nos stakeholders en santé publique pour parler pour des idées, des possibilités pour prendre ideas to help us with the pour nous aider avec la pénurie. Des soins infirmières, puis aussi pour augmenter les voix pour nos membres, pour dire on n'est pas OK aujourd'hui. Merci, je vais laisser les autres. Merci, Pascal. Laura? Bonjour, pouvez-vous m'entendre? Je peux à peine t'entendre. Bon, je vais être rapide. La plupart de mes questions ont été répondues. Vous avez parlé des infirmières américaines et ils considèrent quitter leur poste. Est-ce qu'on a des chiffres pour le nombre d'infirmières potentiellement qui pourraient envisager venir au Nouveau-Brunswick? Je vais demander à Cathy, oui. Bonjour, Laura. Vraiment, on a eu un taux de réponse très élevé dans ce sondage et les questions directes ont été posées. Tant est-ce que vous recommanderiez cette profession à des amis ou la famille? Pourquoi oui, pourquoi non? Et si vous pouviez quitter votre emploi aujourd'hui, est-ce que vous le feriez? Pourquoi oui, pourquoi non? Les réponses nous ont été retournées d'une façon que c'est tout à fait épeurant. C'est parallèle à l'étude nationale par la Fédération canadienne des syndicats d'infirmières et infirmiers. 48 des infirmières ont dit qu'ils quitteraient leur poste maintenant s'ils pouvaient financièrement se le permettre ou qu'ils cherchent des alternatives ou ils ont une stratégie de sortie en place. Maintenant, ça, c'est un gros pourcentage et vous devez vous souvenir qu'ils sont en posture d'être très stressés, épuisés et ça, c'est la voie et la perspective de laquelle elle parle. Si elle devait suivre ou donner suite à cela, ce serait alarmant. Paula a déjà mentionné que 46 je pense que c'était, de la force ouvrière est éligible à la retraite dans les prochaines années. Et on a beaucoup de raisons d'être inquiets et de prioriser les investissements dans le recrutement et la rétention.
Et je vais prendre maintenant Erica. Bonjour. Juste une question rapide. Vous avez touché déjà là-dessus, par là, mais je suis curieuse savoir qu'est-ce qu'on a besoin de faire comme province sur le front d'éducation. Et nous avons un demi-milliard de dollars en surplus. Et quel genre de placement ou d'investissement qu'on puisse faire pour encourager plus de gens à être formés, éduqués comme auxiliaires, immatriculés et praticiennes. Et je n'ai rien vu comme changement sur ce front-là dans tout plan de réforme. Alors, c'est le recrutement et l'approvisionnement en main-d'œuvre, c'est différent. Ça fait 22 ans depuis qu'on a le bac comme entrée à la profession et on a perdu toutes nos écoles de soins infirmiers dans la province. On a besoin de s'assurer qu'on ait non seulement le bon nombre de sièges, mais on a besoin de s'assurer qu'on a les enseignants et les bons espaces de formation clinique pour les étudiants qui veulent considérer le bac comme choix de carrière dans nos collèges communautaires. Est-ce qu'on a suffisamment de soutien en place? Est-ce qu'il y a des cours qui sont offerts non seulement dans les centres urbains, mais dans les centres ruraux également. Et si on regarde ce qui existe, qu'est-ce qui est disponible et comment on peut investir sérieusement pour s'assurer qu'on ait suffisamment de sièges, d'enseignants et de placements cliniques. Et pendant plusieurs années, on n'a pas fait ça. Et donc, on a UNB, E2M ici dans la province pour le programme de baccalauréat. Et aussi pour les infirmières praticiennes, on a l'NBCC, CCNB pour les infirmières auxiliaires. Mais est-ce qu'on a suffisamment qui est offert partout? Récemment, on a vu une augmentation dans les sièges pour les programmes de passerelle afin que les infirmières immatriculées et praticiennes peuvent aller, ou les infirmières auxiliaires peuvent poursuivre des études pour devenir infirmières immatriculées. Ce n'est que formé à ceux qui ont été dans les programmes d'infirmières auxiliaires autorisés. On a besoin d'ouvrir cela au-delà du Nouveau-Brunswick. Il y a les infirmières auxiliaires qui qui veulent venir au Nouveau-Brunswick. On a besoin d'ouvrir cette disponibilité pour accéder à la passerelle également. On a besoin de se pencher sur ce qui existe et comment est-ce qu'on peut augmenter la disponibilité des occasions de formation et d'éducation. J'ai fait le commentaire plutôt qu'on a besoin de commencer au secondaire. Et même dans la période intervenante. On pense aux hôpitaux, quand on pense infirmière. Il y a tellement beaucoup d'autres portes qui s'ouvrent pour la profession d'infirmière dans toutes les régions de l'éducation et on a besoin de miser là-dessus et que les soins infirmiers, c'est une bonne carrière. Je peux simplement dire qu'en terminant ici aujourd'hui, qu'en dépit du ton négatif que plusieurs pensent que ça signale, le nursing est encore une très belle carrière. Je représente près de 9000 membres infirmières praticiennes, immatriculées et auxiliaires. Et ils font ce qu'elles font à tous les jours. Ce qu'on dit, c'est qu'on a besoin d'aide. J'espère que les Néo-Brunswickois, le gouvernement et les employeurs, tous les parties prenantes en soins de santé, écoutent vraiment à ce que les infirmières ont à dire en disant qu'on est prêt à aider et nous allons rendre notre milieu de travail en meilleure posture. J'ai 2 minutes et je voudrais dire merci aux médias pour vos questions. Je veux remercier quiconque qui a écouté aujourd'hui sur notre plateforme alors qu'on divulguait ce rapport très important de la voix des infirmières et infirmiers de la province. Je veux remercier Dr. Kathy Rogers pour le travail qu'elle a fait dans cette étude et d'avoir organisé cette publication. Ce sera disponible sur notre site Web suite à l'événement.